Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo des rétrospectives du set de Trial by Frost. Et aujourd'hui, on va attaquer la dernière faction, la faction Izmir, ma faction préférée. Je suis très content de finir par cette vidéo. Et donc l'idée, c'est toujours la même, hein, c'est on va regarder les différentes cartes les plus jouées, en tout cas dans les decklists qui ont fait top pour chacun de ces héros de la faction Izmir. Et voilà, j'en dis pas plus, on démarre tout de suite avec notre premier héros. Donc notre premier héros qui est une héroïne puisqu'il s'agit d'Akesha. Donc l'idée d'Akesha, hein, c'est de jouer avec son pouvoir héroïque, donc l'après-vous lorsqu'elle est première joueuse. Et en tout cas, ce qui a beaucoup fonctionné, c'est l'archétype zigzag, comme on l'appelle. Donc c'est un archétype qui vise à tout le temps faire un partout et terminer avec le petit pas bond de géant. Hein. Donc c'est une carte qu'on voit quasiment dans toutes les decklists qui ont fait top avec Akesha. Et donc voilà, l'idée c'est de voir si d'autres archétypes se sont créés ou si on est en tout cas dans la continuité de cet archétype zigzag pour le moment. Allez, on attaque tout de suite avec la première carte du set 2. Il s'agit du givre. Alors, le givre qui est présent dans 21 decks sur les 25 qui ont performé avec Akesha, donc c'est quand même un ajout quasiment systématique au decklist en 2,5 exemplaires, hein, donc c'est entre 2 et 3 exemplaires, donc vraiment c'est une carte qui est devenue assez centrale dans les différents archétypes d'Akesha, et ça peut se comprendre. C'est une très bonne carte pour un très bon sort pour un, on ne pose pas de body encore, on ne se commit pas. Dans l'idée de faire tout le temps du 1 partout, bah c'est excellent, hein, ça permet d'avoir un après-vous supplémentaire, notamment sur les tours en fait où on est premier joueur, hein, parce qu'on va avoir envie de jouer ce givre tout de suite pour épuiser une carte de l'adversaire, puis après notre adversaire va jouer, puis on va faire notre après-vous. On peut faire l'après-vous à n'importe quel moment du tour, ça peut être aussi très fort, mais voilà, l'idée c'est que ce givre accentue un petit peu le plan de jeu d'Akesha qui est de jouer autour des après-vous. Donc voilà, une très bonne carte dans l'ensemble et qui rentre plutôt bien avec l'archétype zigzag, mais qui rentre aussi avec les archétypes plutôt centrés sur l'exhaust et le Nilam, mais il y a potentiellement moyen qu'on en parle un petit peu après. Voilà, donc deuxième carte sur ce set 2, il s'agit du Blizzard. Alors, le Blizzard, toujours pareil, dans un archétype avec Akesha, on va avoir tendance à faire beaucoup d'après-vous. Le Blizzard est une plutôt bonne carte, hein, présente dans 18 des 25 decklists Akesha. Donc c'est quand même aussi un très bon résultat, et en moyenne à 2 exemplaires, parce que 3 ça commencerait à faire beaucoup dans les decklists. Mais voilà, Akesha a beaucoup d'après-vous, elle va avoir la possibilité de jouer des petits bodies, des larves de phalène, des alchimistes du Kaligir de la réserve, des disciples studieux. Voilà, donc il va y avoir cette possibilité de temporiser beaucoup le temps que notre adversaire pose tout son mana sur les différentes expéditions, et après de faire un blizzard pour s'assurer de passer avec un tout petit body en face. Donc une carte qui s'intègre plutôt bien également dans cet archétype Zoo, même si c'est une carte qui est quand même assez difficile à jouer dans l'ensemble, hein, avec la méta Phanas et Sigismar, où eux aussi sont très forts pour générer beaucoup d'après-vous. C'est pour ça qu'on voit assez peu d'Akesha malheureusement qui sont allés au bout, mais c'est quand même un ajout très important, et le Blizzard pour le coup qui nous assure peu importe ce que l'adversaire pose d'un côté, même s'il y a du Corias, c'est très fort contre Teja également avec ses fuseaux, et donc on ne prend pas en compte le Corias sur les différentes créatures qui seraient posées là où on va jouer notre Blizzard, hein, puisqu'on ne cible pas de créatures. Donc voilà, franchement, le Blizzard qui est une excellente carte et qui vient remplacer en fait ce que faisait la Furie de Kraken au 7-1. La Furie de Kraken qui, elle, ciblait et avait une contrainte de nombre de personnages qu'on pouvait gérer. Là, on ne peut pas gérer sur 2 expéditions différentes, mais par contre, on s'assure de passer sur une expédition et sans surcoût, sans limite de token. Donc vraiment une carte excellente, et en plus qui a la faculté d'épuiser. Donc ça peut être aussi intéressant pour d'autres cartes qu'on verra juste après. Allez, troisième carte de ce top, il s'agit de Belazenka. Donc Belazenka, 14 decklists sur les 25 présentes, et en moyenne en 2 exemplaires. Alors, pourquoi en 2 exemplaires? Je pense que c'est parce qu'il y a certaines uniques Belazenka qui traînent. Belazenka est l'une des meilleures cartes du set 2 en termes d'uniques.
c'est un bon body. Alors, bon body de la réserve notamment, mais avec son effet main, voilà, elle permet d'épuiser une carte cible en réserve tout en posant une 3-0-3, donc c'est un très mauvais tour 1, évidemment. C'est pour ça aussi qu'on a tendance à la jouer plutôt en 2 exemplaires qu'en 3, parce que trop de Belazenka en début de partie, ça peut vraiment être dommageable avec Akesha. Mais par contre, une fois qu'on est dans les bons biomes potentiellement du mono forêt, du mono eau, ça peut devenir très intéressant de jouer Belazenka, très rentable, à la fois aller empêcher notre adversaire de jouer ses cartes clés de la réserve et poser des stats plus que correctes. Donc voilà, et toujours pareil, encore une carte avec une synergie d'épuisement. Donc un ajout, encore une fois, très intéressant, toujours sur le même archétype. Et donc là, j'ai l'habitude de faire un top 3, mais je suis obligé de parler de la quatrième carte, hein. Il s'agit du Nilam. Donc le Nilam, permanent qui va générer une fois par tour une 2-2-2 lorsque vous épuisez une carte d'une des réserves, et qui en plus va permettre d'épuiser une carte lorsqu'elle est jouée, donc de générer tout de suite ce token lorsque posé. Donc forcément, dans le cas où on veut jouer pas mal d'après vous, ça peut être intéressant, même si je trouve assez anti-synergique avec Akesha, parce que l'idée c'est qu'on a envie de pouvoir potentiellement exhaust dès le début des tours, mais avec Akesha on a envie de jouer en réaction. C'est quand même une carte qui a eu beaucoup de bons supports autour, hein. Donc, du coup, vous avez vu, hein, les 3 cartes dont on a parlé juste avant, le Givre, le Blizzard, la Belazenka, ce sont des très bonnes cartes en tant que telles, mais qui rentrent très bien dans un archétype Nilam, en plus. L'avantage qu'on peut avoir, c'est que sur le tour où on veut jouer notre Nilam, par exemple, eh bien l'après-vous d'Akesha ou le fait de jouer deuxième joueur, ça nous assure en fait de ne jamais poser le Nilam en étant premier joueur, et potentiellement de ne pas se faire 1-0 le tour où on joue Nilam. Si on arrive à faire un partout sur le tour où on pose le Nilam, derrière la partie est très très bien engagée. Donc voilà, dans l'ensemble, pour Akesha, les bons ajouts dans l'ensemble, ce sont ces 4 cartes-là avec la capacité d'exhaust. Et derrière, on a toutes les cartes beaucoup plus classiques, les Zou, les Baba Yaga, les entraînements magiques, les alchimistes du Kadigir, les sommeils, les disciples, Hathor. Il y a également Pamola, donc que j'ai pas cité, qui est juste en dessous, enfin en fait qui était au-dessus du Nilam, mais pour moi, le Nilam était vraiment à présenter, parce que il peut quand même amener beaucoup de choses pour les sets à venir si on continue à avoir un petit peu de l'épuisement, ou si on a plus de decks qui jouent davantage avec leur réserve, hein. Un retour de Trace, Subash qui a un petit peu de support. Voilà, ce genre de cartes, ou des Muna potentiellement, des Rin, des Arjun qui vont beaucoup jouer avec leur réserve. Allez, on attaque avec le deuxième héros de cette faction. Il s'agit d'Afanas. Et là, ça y est, ça va être mon moment, le moment où je vais être intransigeant sur ce qu'on va voir. Allez, donc, je rappelle, Afanas, personnage qui domine outrageusement la méta du set 2, en tout cas sur cette fin de set, après avoir été déjà assez bon sur le set 1. Et l'idée, c'est que à chaque fois que vous jouez un sort, eh bien, un personnage ciblé que vous contrôlez gagne un boost. Donc, la contrainte que ça impose en termes de deck building assez souvent, c'est qu'on veut jouer les personnages pour le coût le plus faible possible, pour pouvoir jouer un maximum de sorts une fois qu'on a joué ces personnages, et qui sont sur le board. Donc ici, on peut le voir, l'épreuve du froid arrive assez loin dans le classement. Et on va commencer tout de suite avec la première carte du set 2 sur les decks Afanas. Il s'agit de l'invocation de Fallen. Alors, l'invocation de Fallen qui est présente, donc si je ne dis pas de bêtises, 124 decks sur 150 topés sur du Afanas, donc c'est une très grande partie des decks Afanas aujourd'hui qui jouent l'invocation de Fallen, mais c'est quand même pas la totalité. Bon, déjà, ce qu'on peut voir, hein, c'est que là, l'invocation de Fallen, elle est aux alentours de la 10e place sur les cartes les plus jouées, et qu'au-dessus, on est quasiment sur un taux de 100%. Donc vraiment, on a un archétype qui n'a pas beaucoup bougé, où on a le cœur des cartes qui est quasiment omniprésent. Zoom intendu, disciple, sommeil, fait des dents, mage danseur, petit pas, attention, parce que c'est une carte qui est encore présente dans beaucoup de decks. Mais moi, je sais que ça fait un moment que je ne la joue plus, en tout cas pas en 2 exemplaires.
Je l'ai rajouté là tout récemment, j'ai remis un exemplaire pour éviter les decks un peu prison, Akesha prison, Waru prison. Mais sinon, voilà, il y a quand même un gros lot de cartes qui est un incontournable d'Afanas, et mine de rien, l'invocation de Fallen en fait partie. Alors pourquoi ça en fait partie pour moi? Eh bien, déjà, c'est un sort, donc éligible à faire de bonnes choses chez Afanas, mais c'est un sort qui génère un token. Et c'est actuellement l'un des deux seuls sorts, je crois, jouable, vraiment jouable, qui effectue cette action-là. On n'en avait pas sur le set 1. Et là maintenant, enfin si je dis pas de bêtises, hein, et là maintenant, bah, on a cette invocation de Fallen, et qui notamment est un très bon tour 1, puisqu'elle nous permet de gérer une 3-3-3 sur le T1. Et donc ça, c'est quelque chose dont on manquait avec Afanas, c'est des bonnes cartes pour s'assurer de ne pas se prendre 2-0 par exemple par un Sigismar, même si le 2-0 est toujours possible. Hein. Si typiquement vous êtes premier joueur, que vous jouez l'invocation de Fallen côté token, pour pouvoir éviter que le Sigismar ne joue rien en face, une Baba Yaga, ça passe. Une Baba Yaga en face de notre 3-3-3, ça fait un 0. Voilà, donc après, il y a plein de façons de voir le match-up, mais en tout cas, c'est quand même une carte très solide qui souvent nous évite de se prendre 2-0. Et ensuite, après, jouer de la réserve, une excellente carte à jouer au tour 2. Donc franchement, un excellent ajout qui combote bien aussi avec les archétypes Nilam. Donc le Nilam n'est pas présent dans Afanas, hein, c'est pas l'archétype le plus répandu, même s'il y a des versions très très fortes d'Afanas Nilam. Hein. On a un joueur, donc Damian sur BGA, qui a trois très belles Belazenka uniques, et qui fait des très bonnes performances avec Afanas Nilam, hein, vu tous les petits sorts qu'on a qui ont du rafraîchissement ou qui permettent d'exhaust des cartes de la réserve. Donc voilà, franchement, un très bon ajout qui permet de stabiliser le tour 1 d'Afanas, et bon, qui dans le late game perd un petit peu de sens parce qu'on a envie de jouer un petit peu plus à la guerre de la Prévost, et un sort pour 3, c'est une horreur, c'est une horreur à jouer. Mais par contre, jouer de la réserve, ça peut toujours être très intéressant, et c'est un pic de stats. On peut poser 3-3-3 pour 2, donc c'est toujours très intéressant. Voilà. Deuxième carte du set, il s'agit du givre. Alors, le givre, un sort pour 1. Donc déjà, dans Afanas, c'est obligatoirement à considérer lorsque vous faites du deck building. Maintenant, je suis quand même assez surpris de voir que c'est une carte qui arrive en deuxième position. Mine de rien, 66 decks sur 150, donc par contre, vous avez vu, hein, on commence déjà à drastiquement baisser en termes de pourcentage de pic de cette carte-là par rapport à toutes les cartes du dessus. Mais c'est quand même une carte intéressante, hein, qui va pouvoir générer un boost tout en bloquant une ressource de l'adversaire. Seul problème, pour en profiter un maximum, il faut qu'il y ait des bodies sur le terrain lorsque vous la jouez. Et lorsque vous êtes premier joueur, bah, très souvent vous avez d'abord envie de jouer un body avant de la jouer. Ou alors vous partez du principe vraiment que cette carte-là, un peu comme Akesha, vous êtes là pour faire des après-vous, et ensuite poser vos bodies que vous boosterez dans la foulée, mais c'est une façon de faire des après-vous. Donc ça reste quand même très fort, mais c'est une carte qui n'est pas si synergique que ça avec les Afanas classiques, avec les Nilam évidemment, et encore, parce qu'avec les Nilam, on a potentiellement envie d'exhaust dès le début, mais de pas poser nos bodies trop rapidement. Donc voilà, une carte quand même forcément intéressante, un bon sort pour 1 qui peut aussi venir embêter dans le mirror les mages danseurs notamment. Gérer les mages danseurs adverses pour pas qu'ils sortent de la réserve seulement pour 1, c'est une carte qui est extrêmement forte et dont on a très peur dans le mirror. Et pour gérer aussi les Sigismar, c'est très intéressant de bloquer leurs réserves. Donc c'est pour ça que cette carte arrive, je pense, en deuxième position. Et enfin, dernière carte du set 2, en tout cas notable dans le top 3, il s'agit du tour de passe-passe. Alors, le tour de passe-passe, il est joué dans seulement 55 decks, donc un tiers des decks intègrent du tour de passe-passe en général en 2 exemplaires. Et moi, très sincèrement, mon deck est tourné, enfin, il est fait pour jouer avec le tour de passe-passe.
Parce que du coup, quand vous jouez le tour de passe-passe, très souvent, vous allez jouer des entraînements communs et vous allez pouvoir profiter un maximum des sorts qui sont soit fugaces, soit se jouent de la réserve. Donc typiquement, on est très content de pouvoir, mettre des flamels et des disciples studieux en réserve pour pouvoir réduire les coûts de nos sorts, ce qui permet de faire potentiellement plus de plays en un tour, sachant que ça nous coûte potentiellement des cartes, hein, de faire ces effets de défausse, mais à partir du moment où on a construit un petit peu un card advantage tout au début de la game, ça devient super intéressant. On est content de descendre le mage danseur qu'on va pouvoir jouer seulement pour un parfois et qu'on va pouvoir cycler avec des mains tendues. On est content de mettre nos renforts, on est content de mettre bon, le blizzard en général, on n'a pas trop envie de le descendre parce qu'on donne l'information à notre adversaire qu'on joue. Mais voilà, c'est le genre de spot où on est content de pouvoir descendre des cartes qui de toute façon n'allaient être jouées qu'une fois pour remonter des cartes plus intéressantes comme enfin, clairement, la carte qu'on a envie de beaucoup remonter, c'est l'entraînement magique pour continuer à piocher, 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 tout en mettant des boosts. Mais ça peut être aussi intéressant de remonter des zoos, par exemple. Dans le match-up miroir, c'est extrêmement important de remonter ces zoos pour continuer à gérer le peu de body que va poser la Fanas adverse. Et par contre, c'est forcément moins intéressant dans le match-up contre Sigismar, mais l'avantage de cette carte dans le match-up contre Sigismar, c'est que c'est encore plus une guerre de l'après-vous contre lui, et ça permet de faire régulièrement des 1 partout, en attendant bien de voir comment Sigismar a posé ses statistiques. Donc vraiment, moi, une carte que j'aime beaucoup, et qui va... en tout cas, il faudra vraiment compter sur cette carte-là pour les futurs archétypes, parce qu'on va avoir de nouveaux sorts qui vont être très forts quand jouer de la réserve, potentiellement des bons permanents aussi. Remonter un sort pour descendre un permanent qu'on pourra jouer sur ce tour-là, ça peut être très intéressant. Euh, voilà, franchement, une carte avec beaucoup de potentiel. Et en plus, ça reste un sort pour un qu'on va pouvoir jouer 2 fois pour un. C'est un des rares sorts Izmir qui n'a pas de surcoût depuis la réserve. Juste l'un des gros problèmes, enfin, l'une des plus grosses problématiques de cette carte-là, c'est qu'elle a tendance à vous faire surcharger votre réserve. Donc là-dessus, c'est une carte quand même assez technique. Il faut faire très attention à la façon dont on la joue. Mais moi, c'est une carte vraiment où j'ai construit mon deck autour de cette mécanique d'échange de cartes de la réserve avec des cartes de la main. Et pour moi, c'est un petit peu l'avenir d'Afanas, de pouvoir jouer autant de petites cartes sur un même tour. Et enfin, j'avais envie de parler d'une dernière carte, encore une fois. Je vais dériver sur le top 4 plutôt que sur le top 3. Et donc cette dernière carte, c'est le renfort. Alors, le renfort, eh bien, de la même façon que dans Gulrang, vous allez pouvoir piocher pour faire une 2-2-2, et ben dans Afanas, c'est pareil. C'est une carte qui est difficilement jouable avec Akesha et Lindiway. Et encore, dans Akesha, on pourrait potentiellement l'envisager, mais tant que Sigismar est présent dans la méta, c'est assez compliqué parce qu'une 1-1, ça n'accomplit pas grand-chose. Autant une 2-2-2, ça accomplit déjà plus de choses vis-à-vis de Sigismar, ça permet de passer au-dessus du token. Et c'est une carte qui se remplace. Donc, enfin, lorsque vous la jouez, en tout cas, que vous vous arrangez pour que vos expéditions soient en retard ou à égalité, c'est une carte qui vous permet de piocher. Donc, vous avez fait. Enfin, vous l'avez joué, vous l'avez perdu, mais vous récupérez une carte, donc vous êtes à équivalent en termes de carte d'advantage. Mais par contre, vous avez posé une 2-2. Une 2-2 pour 2. Donc, franchement, c'est une très très bonne carte. Maintenant, qui nécessite aussi de deck build en fonction pour ne pas trop prendre de l'avance. Et là, par exemple, on voit dans cette decklist, enfin, dans cette liste, que le saut de conjuration est joué en 2 exemplaires. J'ai tendance à penser que les decks qui jouent des renforts vont avoir envie de jouer le saut de conjuration en 3 exemplaires pour s'assurer le plus possible d'avoir un T1 où on pioche. On est en retard, potentiellement d'une voire de 2 expéditions, mais derrière nos renforts sont toujours activés. Et ça permet de continuer à faire du CA tout en commençant à jouer les expéditions. Voilà, moi c'est une carte que j'apprécie beaucoup, qui est présente allez, dans un petit peu plus du quart des decks, un peu moins du tiers même. Mais voilà, c'est vraiment une carte que j'aime beaucoup dans son design. Elle a Fugace, heureusement, parce que si elle était dans la version rare des Ordis, ça commencerait vraiment à être un très gros problème, ça générerait beaucoup trop de CA pour Afanas. Mais
on a potentiellement des archétypes qui vont jouer sur le fait d'enlever Fugace à certains sorts. Allez, dernier héros de cette faction Izmir, on va parler de Lindiwe. Et Lindiwe, je le dis tout de suite, pour moi, c'est peut-être la plus grosse réussite de ce set 2. Vous allez le voir, hein, mais clairement, les cartes qui vont être présentes ici sont des cartes qui sont centrales dans l'Indieway, qui ont permis à l'Indieway d'exister dans cette méta. Hein. Aujourd'hui, Indieway, donc moi je la classe en tier A parce que je considère que vraiment elle commence à pouvoir faire beaucoup de choses très sympas. Elle est plus présente Kakesha dans les decklists qu'on a topé et elle a fait aussi de très bons résultats. Hein. Il y a eu des victoires en AWOL de l'Indieway, alors avant que la méta se stabilise vraiment autour de Sigismar et d'Afanas, mais il y a quand même eu des très bons résultats de l'Indieway et ça peut se comprendre avec les cartes qu'on va voir ici. Donc, première carte la plus jouée de ce set 2, il s'agit de la Chrysalide. Donc, la Chrysalide, qui est donc un bon body, hein, 2-1-2, mais avec défenseur, et qui, lorsqu'elle quitte l'expédition, crée un jeton 2-2-2 dans son expédition. Et en fait, c'est une mécanique hyper intéressante avec l'Indieway, puisque si vous la sacrifiez, en fait, vous ne perdez pas un body, même vous gagnez une petite stat en montagne lorsque vous la sacrifiez, mais ça permet de faire proc des dons de soi, de faire proc les islettes Baba, tout en générant des statistiques pour Mo et pour d'autres cartes, on en parlera après. Mais voilà, bon, évidemment, si vous la jouez de la main et que vous la sacrifiez, vous perdez une demi-carte dans l'histoire. Mais si jouer de la réserve, ça devient hyper intéressant parce que finalement, vous n'avez pas perdu de cartes et potentiellement, vous pouvez surprendre un peu votre adversaire en générant des stats supplémentaires tout en conservant un body avec ce jeton illusion phalène de mana qui va pop quand la chrysalide est sacrifiée. Donc voilà, vraiment un excellent ajout à l'Indieway, hein, sachant que c'est une commune, donc ça ne nécessite pas à l'Indieway de sacrifier des slots de rares, on le verra, il y en a d'autres qui sont trop importants dans l'Indieway. Mais voilà, un des meilleurs ajouts de l'Indieway sur ce set 2 de très très loin, et suivi pas très loin par la lanterne de Phalène. Enfin, la lanterne au Phalène, pardon. Alors, cette lanterne au Phalène, en fait, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un nouveau générateur de sacrifices, et dans l'Indieway, on peut avoir tendance à en manquer, hein, parce on a le don de soi, on a le boom, on a les islas de Baba, on a potentiellement des petites uniques à Maroc, on a le Kuwait, on a Anubis, mais grosso modo, on n'a pas beaucoup de bons générateurs de sacrifices. C'est bien cette lanterne, c'est un excellent générateur de sacrifices, puisque c'est sacrifice en effet flèche, et en plus, c'est un matos, donc on va avoir l'avantage lorsqu'on gagne l'expédition de pouvoir l'avoir en réserve et de pouvoir refaire à nouveau un tour avec un autre sacrifice. Et si jamais on ne gagne pas avec cette lanterne, et ben cette lanterne est là pour faire des statistiques. Et c'est aussi l'un des éléments qui fait qu'elle est beaucoup jouée, c'est que l'Indieway, on a tendance à être très fort côté compagnon, forcément, côté Mo, mais on n'avait pas beaucoup de choses pour vraiment bien se positionner en termes de stats côté héros. Donc c'est trop difficile dès que notre adversaire sait que grosso modo on va mettre des stats que d'un côté assez souvent. Ça nous rend trop prévisible et c'est difficile de manœuvrer une fois que notre adversaire a cette information là. Mais là, bah avec la lanterne, on est capable de faire des statistiques et beaucoup de statistiques des deux côtés si cette lanterne est jouée côté héros, ou sinon ça peut nous permettre vraiment de mettre une montagne de statistiques et de s'assurer un partout. Donc voilà, franchement, cette lanterne, une excellente carte. Et en plus, c'est un matos, donc on peut souligner à nouveau un matos qui a une belle position dans les decklists qui ont fonctionné. Et là, clairement, on a 31 decklists sur 32 qui jouent la lanterne. Donc je sais pas ce qu'a joué la personne qui n'a pas joué la lanterne, mais clairement pour moi c'est une carte obligatoire aujourd'hui, de la même façon que la chrysalide et beaucoup d'autres cartes comme le disciple, la méduse, le don de soi, les petits pas. Et voilà, franchement, un ajout excellent, pas beaucoup plus de choses à dire. Et enfin, dernière carte de... Alors non, je vais en présenter encore deux. Avant-dernière carte de ce top, il s'agit
Du Blizzard, à nouveau. Donc le Blizzard, eh bien avec notamment les Islas de Baba, et donc cette possibilité pour l'Indieway de faire beaucoup d'après-vous, ça paraissait logique qu'on puisse rentrer en sort de gestion le Blizzard. Alors vous voyez, hein, 27 decks sur 32 et 1,4 exemplaires, hein, donc on a tendance à en jouer entre 1 et 2, plutôt des Blizzards. Mais mais voilà, forcément, c'est très utile parce que on va faire beaucoup d'après-vous et on va avoir des slots où il va nous rester 5 mana et notre adversaire n'a plus grand-chose, sachant en plus qu'on a la possibilité d'épuiser les cartes qu'on va enlever de l'expédition adverse, donc on sait qu'elles ne reviendront pas. Et ça peut être typiquement un très gros problème contre des Afanas et des Sigismar qui ont beaucoup de body, qui se jouent bien de la réserve pour pas cher. Donc voilà, une carte franchement qui était déjà très forte dans Akesha qui avait beaucoup d'après-vous. C'est logique qu'on la retrouve dans l'Indieway qui a également beaucoup d'après-vous. Et enfin, dernière carte que je suis aussi obligé de mentionner parce que présente quand même dans 26 decklists, il s'agit de l'armurerie mobile en rare. Donc cette armurerie mobile, hein, déjà c'est un autre matos, donc là-dessus on peut encore être content de voir un matos aussi joué, donc 26 cartes sur 32, c'est presque du 100%. Après, c'est juste un choix sur les rares. Si ça avait été une commune, je pense qu'elle aurait été jouée quasiment tout le temps. Mais là, c'est le spot de rare qui coûte un petit peu. Mais en tout cas, cette armurerie mobile permet de créer un petit jeton. Donc, pas beaucoup de stats, hein, parce que si on va derrière la sacrifier, bah, ça va permettre de mettre 2 de statistiques sur un mot ou de générer un Fallen de 2-2 s'il y a aussi une lanterne sur le board. Donc voilà, c'est un très bon après-vous. Et en plus, il y a cette capacité à faire avancer l'expédition si on a joué des personnages défenseurs, et typiquement la chrysalide. Donc la chrysalide qui va, en plus d'être potentiellement une carte facile à sacrifier puisqu'elle va générer des statistiques même si elle est sacrifiée, la chrysalide qui va devenir une menace parfois parce qu'on va pouvoir avancer avec et donc s'économiser un sacrifice parfois. Donc voilà, franchement, un ajout très solide aussi, cette armurerie mobile. Alors par contre, il faut pour le coup faire en sorte, c'est toujours le problème avec les matos, hein, en tout cas de ce style-là, qui ont son effet avancé avec les personnages défenseurs, on est content de le garder, mais dans l'ensemble, cette armurerie mobile, on a quand même envie de rapidement la récupérer en réserve pour pouvoir refaire un après-vous. C'est dommage de garder une armurerie mobile sur le board tant qu'on n'a pas réussi à avancer l'expédition du côté où elle a été jouée. Mais voilà, un excellent ajout. Et de toute façon, on le voit en termes de decklist qu'il a joué. Elle est pas si loin que ça de d'autres cartes essentielles des decklists Lindy. Donc voilà, dans l'ensemble, franchement, Lindy qui a très bien mangé pendant ce set 2 avec 4 cartes qui sont devenues essentielles. Donc mine de rien, ça fait presque un quart du deck, en tout cas qui vient du set 2 et qui est vraiment pas neutre dans le fait que le deck est devenu un sérieux challenger pour les différents tournois, notamment sur BGA. Allez, si on fait un petit bilan de la faction Izmir, au-dessus de ma tête, vous voyez la carte qui pour moi est la carte qui remporte un petit peu la palme de meilleure carte. Alors évidemment là sur le classement, vous voyez l'invocation de Fallen qui est très haut, mais c'est normal parce qu'une carte, enfin c'est la seule carte même qui a à peu près fait l'unanimité sur les joueurs Afanas, et Afanas étant tellement présent dans les tops, naturellement elle est bien au-dessus. Donc on est obligé de parler de l'invocation de Fallen, mais peut-être la carte qui a le plus impacté l'ensemble de la faction Izmir, c'est ce givre qui est à la fois jouable dans Akesha et plutôt jouable dans Afanas. Mais sinon, une autre carte aussi très intéressante, c'est le Blizzard. Le Blizzard qui pour le coup est jouable dans les 3 decklists. Alors ça paraît étonnant. Typiquement, ça paraît étonnant dans Afanas de jouer Blizzard. Mais je peux vous assurer que lorsque vous tombez par exemple contre une Teja qui joue des bastions, les Blizzards, ils sont cruciaux dans Afanas. Vous allez pouvoir jouer des petits bodies, puis vous allez jouer beaucoup de petits sorts pour faire des après-vous, et vous allez terminer par un Blizzard votre tour, pour pouvoir vous assurer de faire un 0 sans prendre le coriace de votre adversaire, et vous continuez à avancer comme ça, avec les tours de passe-passe notamment. C'est pour ça que moi je vous disais que je jouais avec tours de passe-passe parce que j'avais envie d'intégrer 2 blizzards dans mon deck,
et ça permet de gérer tout un tas de problèmes qu'on pourrait pas gérer sans Blizzard. Donc, les Sierra qui ont énormément de tokens, les Sigismar qui potentiellement ont fait beaucoup de bêtises avec des générateurs de tokens, même si en général, les Sigismar, on a du mal avec le Blizzard, parce qu'il a encore trop de mana quand on veut jouer notre Blizzard. Mais, mais voilà, et même pour la suite, voilà, quand il y aura des Gulrangs qui seront en place, les Teja, enfin, ça sera toujours très fort avec tous ces petits ancrages, etc. On sera très content de virer toutes les créatures de Teja sur l'archétype permanent ancrage. Donc voilà, mais pour moi en tout cas, le Givre en top 1, l'invocation de Fallen qui est un petit peu dans le lot, mais à voir si Afanas est moins fort. Je pense que c'est une carte qui a été conçue exclusivement pour Afanas. En tout cas, je pense qu'elle ne sera forte que dans Afanas. Le Blizzard qui est joué partout, une très bonne carte. Et on pourrait peut-être mentionner la Pamola, que j'ai jamais mentionné dans aucun de mes tops sur les héros, mais qui mine de rien a un body qui est plus que correct à la fois dans Akesha et dans Afanas. Et voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette faction Izmir. Alors peut-être que la vidéo était un peu plus longue, mais c'est normal, j'ai un petit peu plus d'éléments pour discuter un petit peu de ces classements sur la base de la faction Izmir. Donc j'espère que ce contenu vous a plu. Voilà, on a maintenant terminé nos 6 factions en termes de rétrospective des rares qui ont été joués dans la faction. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée. Profitez, on va commencer à être dans la période des reveals du 7-3, donc profitez à fond, commencez à imaginer ce que vous allez pouvoir deck build sur les premières semaines du 7-3. Et puis moi, je vous retrouve très vite sur cette chaîne avec peut-être un petit reveal, pourquoi pas? Allez, je vous souhaite une très bonne journée et à plus tard. Salut, à la prochaine.